praticien, de clinicien, de neurochirurgien et de chercheur, parce qu'il a eu sa thèse en neurosciences, il faut le savoir. Il essaie de décloisonner complètement les filières qui sont malheureusement trop souvent de nos jours séparées, la médecine et la recherche fondamentale, la recherche en neurosciences notamment. Du coup, je vais vous laisser entre ses mains et il va vous parler plus précisément de tout son travail au niveau de la fameuse erreur de Broca qui a donné lieu à une publication récemment. Merci. Bonsoir, un grand merci de m'accueillir et tout d'abord je souhaite remercier une nouvelle fois cette magnifique organisation, donc l'Association des neuronautes, ne serait-ce que pour me donner l'occasion de délivrer un message encore un petit peu iconoclaste, comme on me l'a rappelé tout à l'heure à juste titre, et qui pourtant, comme vous allez le voir, est basé sur des faits. Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, l'observation, la réalité, et étant donc neurochirurgien, il est évident que si à un moment donné, dans la vision des choses, le concept, l'aspect ésotérique, on a fait une erreur quelque part, si le patient est aphasique et hémiplégique à la suite de l'intervention et le reste, ça veut dire qu'on s'est trompé dans le modèle. Par contre, s'il ne l'est pas, ça veut dire qu'il faut peut-être changer le modèle. Et c'est là où les problèmes commencent, parce qu'effectivement, il y a une histoire derrière. Et ce que je voudrais vous raconter ce soir, c'est une histoire qui commence, bien entendu, par un schéma classique que vous connaissez. La plupart d'entre vous, je suppose qu'il y a des non-initiés, donc j'essaierai de temps en temps de faire des points, on va dire, expliqués à Juliette, mais l'idée c'est quand même d'être de temps en temps un petit peu précis dans les terminologies pour démonter le localisationnisme, le brûler une bonne fois pour toutes, alors que dans cette société obscurantiste, on est encore en train d'enseigner dans les facultés du monde entier, puisque je voyage beaucoup, le fait que la région de Broca sert à parler, que la région de Wernicke est derrière, sert à comprendre qu'il y a une petite flèche entre les deux, que le langage se résume à peu près à ceci. Ce qui est évidemment éminemment faux, et heureusement, puisqu'on a bien entendu dans la première présentation que le cerveau était constitué de réseaux. À partir de là, ça change tout, c'est compliqué, et c'est pour ça que beaucoup ne souhaitent pas encore en arriver à cette vision des choses, que ce soit dans le domaine fondamental des neurosciences ou que ce soit dans le domaine appliqué de la médecine, mais ce sont les patients qui nous donnent raison. Et c'est vers ce type de schéma, de modèle, que je voudrais tendre, sachant que, évidemment, je rappellerai qu'un modèle, c'est ce qu'on m'a enseigné il y a quelques années, n'est fait que pour évoluer. Or, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce modèle que j'ai publié il y a déjà quelques années, certes, continue à être implémenté, et en particulier par les plus jeunes, sinon je ne vois pas où est la transmission de savoir et la remise en question perpétuelle, alors que celui-ci, on nous l'inflige depuis 150 ans. Je croyais que c'était fait pour évoluer. Donc il faut régulièrement se poser des questions du cerveau en tant que tel et du cerveau dans le monde sociétal. Pour illustrer d'emblée mon propos, les hommes creux, j'en génère à peu près toutes les semaines. Ça veut dire que j'enlève les lobes, comme vous voyez, de façon très large, maximaliste, agressive, diraient certains. Tous les patients que vous allez voir ont une vie normale. Ça veut dire qu'ils ont pour le coup des QI qui sont au-delà de 100, au-delà de 120 pour beaucoup d'entre eux, et font des métiers tels que aussi bien chauffeur de taxi que directeur de grandes entreprises ou chirurgien. Ce qui veut donc dire qu'on peut réussir à avoir une plasticité qui est effectivement guidée, et je vais vous expliquer donc comment petit à petit on peut en arriver à faire des lobectomies aussi extensives, et évidemment pourquoi on les fait, ce qui veut donc dire que je ne vous parlerai pas de physiologie, mais de physiopathologie aujourd'hui. J'ai commencé par la fin, c'est le flashback. Comment tout a commencé? Je vois des patients qui sont porteurs de tumeurs cérébrales. On a parlé tout à l'heure de lésions gliales, en tout cas de cellules gliales, qui donnent des tumeurs qu'on appelle des gliomes. Il se trouve que j'ai été confronté un peu par hasard à pas mal de patients qui étaient porteurs de ce qu'on appelle des gliomes de bas grade. Je ne vais pas faire trop d'oncologie ce soir, mais je suis quand même forcé de vous dire d'où les observations sont venues, à savoir des tumeurs lentement évolutives, en général chez les patients jeunes, entre 20 et 50 ans, le pic aux alentours de 30-40, qui ont donc une vie active et qui ne savent pas qu'ils sont porteurs de ce type de pathologie jusqu'au jour où le cerveau dit stop, parce que le cerveau a eu le temps de s'adapter pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et ce jour-là, il dit stop en faisant une crise d'épilepsie. On fait une IRM, on trouve ce type de lésion qui, vous voyez, est volumineuse, puisqu'elle fait à peu près le tiers de l'hémisphère gauche, dit lumineuse.
dominant chez un patient droitier. Ça veut dire qu'en l'occurrence, ça englobe la région de Broca. Ça veut dire que soit le patient est donc aphasique parce que le modèle m'a toujours dit que c'était le centre de la parole, soit il faut changer de modèle. Alors ce n'est pas un cas, j'ai vu à peu près 1000 patients équivalents depuis. Donc j'ai dit qu'il fallait changer de modèle, parce qu'en changeant de modèle, l'avantage c'est que ça vous ouvre les portes d'une intervention chirurgicale ou accessoirement on enlève la tumeur, sans aggraver le patient, voire en améliorant, grâce à des mécanismes de rééducation fonctionnelle qui vont potentialiser la neuroplasticité guidée à l'échelon individuel et comment est-ce qu'on peut en revenir à chaque patient qui a son propre cerveau avec une dynamique différente, tout d'abord en examinant le patient. Si vous faites un bilan neuropsychologique chez les patients qui vont bien, en fait, ils ne vont pas si bien que ça. C'est rassurant parce que ça veut dire que ce n'est pas 0,1, je parle, je bouge versus je suis hémiplégique aphasique, c'est en fait, j'ai quelques troubles cognitifs ou comportementaux qui sont, pour certains d'entre eux, je fonctionne à 90%. À 80% en ce qui concerne la mémoire de travail, la capacité de faire plusieurs choses en même temps, de maintenir dans mon imagerie mentale et de prendre une décision à la fin. Je suis à 110% selon les scores, sur les aspects sémantiques de haut vol, etc. Nous sommes une mosaïque. Et on voudrait nous faire croire qu'on a tous le même cerveau. Ce n'est pas vrai. On voudrait nous faire croire qu'on a le même potentiel. Ce n'est pas vrai. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut tous optimiser ce fonctionnement si effectivement on guide, et c'est vrai aussi en physiologie en grande partie, mais encore une fois, je me contenterai de parler de pathophysiologie ce soir, à savoir le patient porteur de lésions cérébrales. Et ces déficits, on m'a dit, vous voyez, finalement, vous avez examiné les patients, donc tout va bien, parce que maintenant que vous avez fait des bilans extensifs, vous avez découvert qu'ils avaient des troubles, alors qu'on sait tous qu'ils allaient bien. Ce qui veut dire que là aussi, le côté objectif est à relativiser. Ça dépend où vous mettez la barre dans la finesse des examens, quels qu'ils soient, depuis la neuropsychologie jusqu'à tout ce qu'on a entendu au préalable sur le plan ultrastructurel, par exemple. En d'autres termes, on m'a dit, vous voyez, ils ont des déficits, donc c'est bien que la plasticité a des limites et c'est lié à la localisation de la lésion. Faux. C'est lié à l'infiltration des vaisseaux qui connectent les différentes structures corticales entre elles. Je m'explique, il n'y a pas une zone de langage, de toute façon le langage ça ne veut rien dire, puisque c'est de la sémantique, de la phonologie, de la syntaxe, de la pragmatique, etc. Différents sous-réseaux qui sont interconnectés entre eux, se potentialisent et évidemment utilisent les fonctions cognitives et exécutives telles que le contrôle et les aspects émotionnels. Donc dites-moi on commence le langage, je ferai la cognition. Et d'ailleurs, j'ai confiance qu'il y a la séparation entre les neuropsychologues et les orthophonistes, puisque en Belgique ou en Suisse, ça s'appelle les logopèdes. Ils ont compris quand même que le cerveau fonctionnait avec le cerveau. Ici, on n'y arrive pas. Et c'est là où on s'est aperçu que si évidemment vous coupiez les câbles, et la tumeur sait le faire de façon élégante puisqu'elle infiltre le cerveau, on va voir une diminution de la fonction qui correspond à ce sous-réseau, par exemple en l'occurrence la sémantique avec le canal verbal, parce qu'il y a des sémantiques non verbales, on en reparlera tout à l'heure, je peux ne pas parler, vous faire ceci, et vous avez compris. Donc c'est des canaux différents qui utilisent des sous-réseaux différents, évidemment interconnectés les uns avec les autres. Et qu'en fait, la fonction ne vient pas d'une région corticale, mais d'une mosaïque de régions corticales qui, si elles sont synchrones à ce moment-là, vont vous donner cette fonction bien spécifique, et ce qui veut dire qu'il peut y avoir un nœud dans ce réseau qui va être utilisé par une autre sous-fonction, par exemple la sémantique verbale et non verbale, parce qu'on peut associer les deux et dire « Amen ». Et à ce moment-là, vous avez une potentialisation des deux hémisphères, parce qu'en plus, c'est organisé en miroir. Et c'est pour ça qu'on peut arriver à compenser en grande partie, mais pas complètement, par l'autre côté. Il n'y a jamais eu un hémisphère dit dominant. J'ai besoin de mes deux hémisphères pour pouvoir opérer quand je fais une chirurgie liée. Sachant cela, je vais aller très vite sur les aspects oncologiques. Pourquoi est-ce qu'on opère tôt? Est-ce qu'on opère large? Quand on opère pas tôt et qu'on opère pas large, pour vous montrer là aussi le côté objectif au sens large de la médecine, de la neuro-oncologie, de la neurochirurgie ces dernières décennies, en fait, on disait aux patients, vous avez une tumeur bénigne et tout va bien. Sauf que la médiane de survie avec une simple biopsie était de 6 ans. Donc si vous avez 35 ans en moyenne et que vous viviez 6 ans, vous voyez un peu ce qu'on appelle une tumeur bénigne. C'est relatif. Et ça, c'est pas très ancien, parce que ça a été republié par des collègues qui ont eu le courage de dire, on a ressorti a posteriori les séries où les patients n'avaient qu'une biopsie.
Pour parler clair, on a publié il y a quelques années la plus grosse série au monde dans ce type de pathologie en étant opéré. La médiane de survie est de 15 ans et on gagne la majeure encore à 17 et on va continuer petit à petit, ce qui n'est pas suffisant. Mais oncologiquement, on veut dire que pour une pathologie qui est en fait maligne, vous avez une génération devant vous. Et j'espère qu'on va continuer évidemment à progresser. Ce n'est pas le sujet ce soir, la chimiothérapie, la radiothérapie et préserver la qualité de vie des patients. Parce qu'une génération, ça vous donne quand même la notion de je peux acheter une maison, je peux avoir des enfants, donc je me projette. Mais pour faire ceci, il faut avoir préservé la métacognition et pas juste être non aphasique, non hémiplégique. Et ça change totalement la dimension. C'est pour ça qu'on s'est mis à opérer, réopérer, réopérer les patients, parce que chaque fois qu'on réduit la tumeur qui continue à évoluer, on gagne des années de vie. Et c'est là, on dit, oui, mais à chaque fois, le cerveau vous en veut un petit peu plus, puisque c'est une tumeur infiltrante, donc les patients vont finir par avoir des troubles. Et au contraire, plus on induit la plasticité entre deux interventions grâce à une lésion qui est la tumeur elle-même, une lésion qui est la chirurgie, bon, soit le neurochirurgien, c'est quand même encore, soyons honnêtes, un éléphant dans un magasin de porcelaine, et grâce à la rééducation post-opératoire. Et là, où magie, et je vous le montrerai, quand on revient opérer 5 ans plus tard, réopérer 10 ans plus tard, les cartes du même patient se sont modifiées. On voudrait me faire croire qu'il y a des cartes simplissimes qui sont applicables à tous, alors qu'en fait, elles sont complexes à l'échelon de nos patients et se modifient de 5 ans en 5 ans. Et évidemment, sont différentes d'un patient à l'autre. D'où, je n'arrive pas à comprendre le modèle. Donc, on a lutté contre le modèle, qui a été à l'origine, effectivement, de matchs intéressants. Mais pour moi, ce qui compte, parce que je reste le médecin à la base, c'est que les patients vivent plus longtemps. C'est fait, on a triplé la médiane de survie, même si ce n'est pas suffisant. Et donc, on optimise la qualité de vie. Et pendant longtemps, j'ai entendu évidemment, si on va au bloc opératoire pour se faire opérer du cerveau, on va garder des séquelles. Je vais vous montrer que non seulement c'est pas vrai, mais 30% des patients s'améliorent. D'où la plasticité. Et là aussi, est-ce que c'est vraiment lésionnel ou est-ce que c'est physiologique en vertu de ce qu'on vient d'entendre juste avant? En d'autres termes, ce qu'il faut accepter, c'est que nous avons tous un cerveau différent. Et que ce cerveau, à l'échelon individuel, se module au cours du temps. Donc il n'y a pas de modèle uniciste qui puisse tout expliquer. Et là, le neurochirurgien parle à nouveau en disant ces tumeurs, on dirait qu'elles font exprès d'être localisées dans les épicentres cruciaux de la carte que je qualifierais quasiment digne de Disneyland, voilà, il y a Wernicke, il y a Broca, il y a une petite flèche entre les deux, et les tumeurs, on dirait que c'est un challenge, ils nous disent on adore être localisé à ce niveau-là. D'accord, allons-y. Et donc on a fait des cartes aussi, alors qu'on était au bloc opératoire, qui nous ont permis de mieux comprendre qu'il y avait cette variabilité anatomo-fonctionnelle interindividuelle majeure, cette modulation au cœur du temps, mais également ces réseaux qui se connectaient. En d'autres termes, la fonction, ce n'est pas une zone, il faut que vous imaginiez du pointillisme. Et c'est quand vous reculez, et à force d'avoir écouté des points, vous voyez que ça apparaît. Et à ce moment-là, tout devient évident. Sauf qu'on m'a reproché qu'évidemment, c'était fait chez des patients porteurs de tumeurs cérébrales. Entendu, je ne vais pas aller opérer des volontaires sains pour savoir si j'ai raison. D'où, qu'est-ce que j'ai fait en parallèle? J'ai fait une thèse de science, effectivement, j'ai eu cette chance, avec Bernard Mazoyer, un des pionniers dans l'imagerie fonctionnelle. Et ce que vous voyez ici, ce sont des cartes qui sont des statistiques basées sur de très nombreux volontaires sains dans la littérature, sur le langage. Et qu'est-ce que ça montre? Qu'il n'y a pas une zone qui devrait être rouge ici, qui est Broca, et une zone qui devrait être bleue ici. Et d'un seul coup, en disant finalement que d'un côté, on sera au bloc opératoire chez des patients individuels par définition qu'on opère, ou des statistiques chez des êtres humains sains, étudiés en imagerie fonctionnelle, non invasive, mais on démontre la même chose. Alors pourquoi est-ce qu'on ne veut pas y croire? Je remercie en ce sens Christian Xéris, il est toujours dans la salle, qui m'a fait l'honneur d'être membre du jury de ma thèse de science à l'époque et qui peut-être se mord les doigts d'avoir permis la nomination in fine d'un excentrique. Donc, toutes mes excuses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut modéliser aussi de plus en plus parce que là où je veux en venir, c'est que la réalité dont je vous parle est de toute façon modulée par le fait que c'est à travers la perception du système nerveux central qu'on considère que c'est objectif. Or, notre système nerveux central est magique, c'est
le meilleur modèle que je connaisse, mais là peut-être qu'il y a un biais émotionnel bien entendu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a quand même des limitations. En d'autres termes, il y a des choses qu'on ne peut pas voir parce qu'on a une perception de la réalité altérée par la limitation de notre propre cerveau. Et ça, on ne veut pas l'accepter. C'est pour ça que de plus en plus, on fait appel à d'autres systèmes qui sont faux également, à leur manière, mais où l'idée, c'est de finir par avoir des convergences ou divergences, mais si ça converge avec l'anatomie, la structure, la fonction, la résultante clinique, la neuropsychologie, les modèles en imagerie fonctionnelle, les stimulations, dont je vais finir par parler au bloc opératoire, et les modèles biomathématiques, à un moment donné, quand même, on se dit peut-être qu'il y a une cohérence dans tout ceci. Et si je vous montre ces images, c'est parce que je ne suis pas un spécialiste dans la théorie des graphes, mais que vous savez sûrement, en vertu de ce que je vous ai dit également tout à l'heure, mais cette fois-ci on l'illustre, qu'il y a des oscillations au niveau des neurones, et que l'idée c'est de savoir si ces neurones travaillent en synchronie à un instant T, et peut-être pas non plus en hypersynchronie, sinon ça peut donner l'épilepsie. Donc tout est une histoire de bande, de limites, et il y a des collègues maintenant qui sont capables, depuis une bonne dizaine d'années, de dire je ne connais absolument rien à la neuroanatomie ni au cerveau au sens large, mais si vous me donnez des imageries fonctionnelles réalisées avec des modifications simplement de ce qu'on appelle l'effet Bold, donc les variations de débit sanguin cérébraux régionaux, pendant que vous faites une tâche ou au repos désormais, je peux savoir ce qui est en train de se synchroniser avec le reste à un instant T. En d'autres termes, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des cartes de connectivité au sein du système nerveux central, même chez des patients dits au repos, en sachant qu'évidemment, on en parlera à la toute fin, ce qu'on appelle maintenant le mode par défaut, et qu'à la limite, si on commence à aller vers la méditation dont j'ai entendu parler, c'est en fait l'introspection qui est sous-tendue par certains réseaux qui, au contraire, vont être davantage guidés lorsqu'on sera happé par le milieu environnant, si je puis dire. Donc c'est une balance, tout est une histoire de balance, rien n'est rigide. À partir de là, ce qui est génial, c'est qu'on a cette imagerie fonctionnelle qui en fait est fausse parce qu'elle est basée sur des modèles biomathématiques, mais qui est non invasive et donc répétable chez les volontaires sains, mais aussi avant et après l'intervention chirurgicale. Or, la plupart du temps, on ne sait pas quand on va faire son accident vasculaire cérébral, même s'il nous guette de plus en plus du fait de notre régime alimentaire, de l'absence peut-être d'activité physique et également du vieillissement de la population. Mais moi, je sais quand je vais opérer le prochain patient, ce sera lundi matin à 7h30. Donc, ce week-end, il aura une imagerie fonctionnelle et pas simplement anatomique pour voir la tumeur, puisqu'on a déjà décidé de l'opérer, on sait pourquoi, mais pour voir comment fonctionne a priori son cerveau, sans justement a priori anatomo-fonctionnel, mais a priori, j'entends, avant l'intervention chirurgicale, ce que je ne regarderai pas, pour ensuite regarder comment il va fonctionner après la lobectomie, donc l'ablation de la tumeur. Et si le patient récupère, ce qui est quand même le but, et ce qui arrive heureusement, je voulais toucher du bout, il n'y en a pas malheureusement, dans 99,5% du temps, le risque zéro n'existera jamais en chirurgie, on est proche de la reproductibilité quasi absolue. La question de fond, c'est mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça a marché? Et c'est là où il faut rester humble, et c'est là où justement on a besoin de toutes ces imageries, mais pas simplement en surface, mais en profondeur également. À savoir, est-ce que A est connecté à B, ou est-ce que C est connecté à Z? Et la réponse peut être, et finalement peut-être les deux, sauf que le temps que je l'ai dit, ça s'est déjà modifié. Et surtout si entre-temps j'ai stimulé ou que j'ai opéré ou que j'ai enlevé une partie du système nerveux central. C'est ça en fait, toute cette dynamique. Et là on finit par dire, mais on n'y comprend plus rien. Mais on n'a jamais dit que c'était simple. On voulait que ce soit finalement un schéma avec les zones d'entrée et de sortie, visuelle, auditive, la sortie à output articulatoire et mouvement, et voilà, on a compris le cerveau. Et ça ne marche pas comme ça. Et encore une fois, heureusement, parce que le cerveau, au fond, n'a pas besoin de nous pour s'auto-réparer. Il a fait des choses extraordinaires dont nous nous sommes inspirés, y compris d'ailleurs pour la construction de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Finalement, toute l'informatique dérive de ce type de modèle, qu'ils utilisent beaucoup plus en se demandant comment fonctionne le cerveau que vice-versa. Il se trouve que moi j'ai la chance de pouvoir observer le cerveau en temps réel, plurihebdomadairement. Et au lieu de dire je vais appliquer ce qu'on m'a enseigné, je me suis dit je vais écouter le cerveau. Et donc je vais lui demander si je risque de faire une bêtise, si j'enlève cette partie du système nerveux central qui est infiltrée par une maladie chronique telle que j'ai définie au début. Ce n'est pas du tout une boule qui refoule bien entendu le cerveau. C'est une partie du cerveau qu'on doit enlever. Voilà le challenge.
À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est finalement quelque chose qui est vieux comme la neurochirurgie et qui a été popularisé par Penfield. Certains d'entre vous doivent connaître le nom, on a vu le Montulus tout à l'heure, au Memorial Neurological Institute, il y a à peu près une centaine d'années, et qui a dit que comme c'était des réseaux électriques, lorsque vous stimuliez à une certaine fréquence, je ne vais pas rentrer à certaines intensités, etc., on sidère le réseau. Mais il y a encore des chirurgiens que j'ai formés qui continuent à penser que la zone qui stimule parce que le patient s'arrête de parler ou de bouger à ce moment-là est la zone du mouvement du langage. Ils ne voient pas qu'il y a une propagation dans l'ensemble du réseau qui est sidérée. Et que finalement c'est un blocage comme si à un moment donné vous aviez justement enlevé artificiellement le neurone intermédiaire dont vous parliez tout à l'heure. Et ils continuent, malgré eux. C'est extraordinaire de voir ce que peut donner le préconditionnement à travers l'éducation et notamment universitaire. Je ne dis pas pour être polémique, je le dis parce que je souffre. Et parce que je sais que des patients, du coup, ne sont pas opérés, voilà ce que ça veut dire, par le chirurgien que je représente, parce qu'a priori, un collègue qui peut être bien meilleur que moi d'un point de vue technique au bloc opératoire dira « je ne peux pas enlever cette tumeur, sinon je vais induire tel ou quelque chose ». C'est terrible, et ça arrive de nos jours en France. L'idée, quand on stimule, c'est donc de détecter les aires essentielles. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans ce réseau, il y a des zones qui modulent, et si vous les enlevez, ça peut donner un déficit transitoire, mais le patient récupérera. Ou aura, comme je disais au début, déjà finalement altéré par la tumeur, qui est ce bon modèle malgré nous, 80% pour la mémoire de travail, 99% pour la sémantique, etc., etc. Et puis il y a des zones, si vous les enlevez, alors là, effectivement, le réseau va être totalement perturbé. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça vient surtout de cette connectivité. Je m'explique. Vous avez, et là, quand on le dit, ça paraît tellement évident, vous n'arrivez pas à comprendre comment les neuroscientifiques et les neurochirurgiens ne le comprennent pas. Vous avez une autoroute, vous bloquez l'autoroute, évidemment, on va dire le fluide ne passe plus. Oui, mais ceux qui sont situés peut-être à 50 km et qui ne prennent jamais cette autoroute, ce jour-là, il va y avoir une perturbation dans ce réseau qui est à distance de l'autoroute dont ils se moquent, parce qu'il y aura une réorganisation. Et là, d'un seul coup, on dira « Ah, mais de l'autre côté, alors, l'hémisphère droit peut être aussi endommagé transitoirement ou définitivement, ça dépendra de l'habileté du chirurgien ou de la gentillesse de l'AVC ou pas, va endommager l'ensemble du réseau, alors qu'on voudrait continuer à croire que c'est parce que c'est à ce niveau-là que la lésion a créé le déficit de l'air qui correspondait à cette fonction. C'est extraordinaire. Alors qu'on vit dans une société de réseau, et plus on en parle, moins on l'applique en fait. Je veux dire, dans votre imagerie mentale, on doit être préconstruit pour avoir une vision dynamique et remettre instantanément en question ce qui a été dit juste avant. C'est exactement ce qu'on ne fait pas. Du coup, c'est ce qu'on fait au bloc opératoire. Et on demande au patient qui est réveillé parce que, pour la petite histoire, il n'y a pas de récepteur à la douleur. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, en aparté, 750 chirurgies éveillées, de l'âge de 15 ans à 72 ans, le taux de chirurgie interrompu de façon prématurée parce que le patient ne pouvait pas nous aider est clairement zéro. Donc ça veut dire que ce n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est d'être concentré. Et c'est là où on voit finalement qu'il y a de plus en plus de problèmes de concentration. Et pour une fois, je regardais à la télévision, ce qui m'arrive rarement, j'ai entendu il y a peu de temps que en fonction de l'âge et de la génération, on est en train d'être capable de se concentrer de moins en moins. Ça veut dire que ce n'est pas un problème finalement de plasticité, c'est un problème d'antiplasticité induit par le fait qu'on ne travaille pas assez son système nerveux central. Donc le transhumanisme, c'est finalement juste travailler. Et je le fais d'autant mieux, c'est pour ça qu'il y a des patients qui vont beaucoup mieux après l'intervention chirurgicale qu'avant, parce qu'ensuite on leur a fait faire la rééducation cognitive, même s'ils avaient la fausse illusion qu'ils allaient bien. Et d'un seul coup, 3 mois plus tard, alors qu'ils vont beaucoup mieux, ils peuvent vous dire, et ça c'est typiquement humain, et notamment français quand même, vous savez, je suis beaucoup plus à l'écoute, en fait j'ai plein de problèmes. Et vous allez beaucoup mieux. Oui, du coup j'ai plus de problèmes, c'est pour ça que m'intéresse de plus en plus à l'émotion. À la limite, de temps en temps, il ne faut pas avoir conscience, donc la métacognition, c'est peut-être finalement une fonction qu'il vaut mieux éviter dans trop de dire. Toujours est-il qu'au bloc opératoire, donc, il y a un véritable bilan cognitif en temps réel qui est réalisé avec je bouge, je parle, je fais deux choses en même temps. Alors, on va détailler un petit peu plus avec orthophoniste, neuropsychologue, et le patient doit le faire toutes les 4 secondes, ce qui veut dire que ce n'est pas simplement je stimule et je trouve le réseau. Il
faut rester humble, c'est juste une perturbation transitoire dans le réseau qui nous échappe, où on n'a qu'une porte d'entrée. C'est pour ça que c'est intéressant de parler avec l'imagerie fonctionnelle avant et après, même si elle ne peut pas faire la distinction entre les zones cruciales dont je parlais tout à l'heure, de celles modulables, compensables, où nous, il va bien falloir qu'on enlève, sinon le patient va mourir de sa tumeur cérébrale et trouver le juste milieu. Et c'est là où c'est très intéressant parce qu'en fait, on en revient à définir ce que veut dire une qualité de vie. Ce qui est important pour la plasticité aussi, c'est exactement l'exemple de tout à l'heure de je suis violoniste, premier violon salle pléiade, j'ai besoin absolument d'avoir une sensibilité aiguë de la main et en particulier du quatrième doigt. Je suis mathématicien, je m'en moque complètement. Ça veut dire quoi en pratique? À la limite, s'il y a une petite dysesthésie résiduelle alors qu'on n'essuie pas totalement la tumeur et que le patient va vivre 20 ans, il va me dire dans un cas c'est génial, et dans l'autre il va me dire mais vous vous rendez pas compte, j'ai perdu ma passion, mon boulot, ma raison de vivre. Donc évidemment qu'on ne veut pas être hémiplégique aphasique, mais c'est loin de suffire à définir ce que nous sommes vraiment. Et c'est pour ça que j'aime bien montrer cette image de... J'ai des visiteurs pluri-hebdomadairement qui sont venus de plusieurs centaines de centres et qui viennent chercher la recette. Donc en fonction de la localisation de la tumeur, quels sont les tests que vous allez réaliser au bloc opératoire? Et on a publié cette première diapositive, vous savez, un peu comme on donne de la chimiothérapie, le bonbon est rose et vous croyez que en fait c'est du chocolat. Et derrière vous faites passer la réalité, à savoir que ça dépend de la connectivité sous-corticale. Je m'explique, on n'a pas besoin d'être chirurgien pour comprendre que si on opère ici, ou qu'on opère là, ou qu'on opère là, on aurait été dans tous les cas avec des localisations anatomiques différentes de la même tumeur au contact du même faisceau. Et que si on le déconnecte, que ce soit devant, au milieu ou derrière, ça va donner le même symptôme qui récupérera ou pas. Parce que plus on va vers une convergence de fibres, plus, je reprends l'exemple de l'autoroute, ça va bloquer la majeure partie de la circulation. Alors que si on bloque un chemin de campagne et que l'autoroute fonctionne, finalement, bon, ça ne va pas gêner grand monde. C'est ça l'idée. C'est bien pour ça qu'on n'arrive pas, à l'heure actuelle, à comprendre que le plus important, que la limitation de la plasticité, ce sont ces voies d'association. Et ce n'est pas elles qui créent la fonction. Mais c'est elles qui sont indispensables, parce que je ne vais pas le faire, sinon après ça ne redémarre pas, mais si j'arrache violemment la clé USB, vous imaginez que d'un seul coup, alors que tout fonctionne, et que pour une fois mon ordinateur fonctionne aussi, il n'y aura plus d'image. Et que là, vous me direz, mais pourquoi ça ne revient pas? Parce qu'on n'aura pas reconnecté. Donc il ne faut pas couper cette convergence de fibres. Or, c'est ce que les AVC peuvent faire. Ça dépend où ils sont localisés. Donc ce n'est plus lié finalement à la masse cérébrale enlevée, lésée au sens large, c'est lié à la pondération, je vous montrerai à la fin, qu'on a fait effectivement dans le Complete MNI, une carte de probabilité de récupération après lésion cérébrale au sens large, c'est-à-dire la seule carte qui existe à l'heure actuelle publiée dans Brain de neuroplasticité avec un indice pour chaque voxel. Et évidemment, c'est une mosaïque à nouveau. En d'autres termes, juste d'un point de vue chirurgical pour en terminer, je vais montrer quelques exemples à la fois de surface et de profondeur. La résection est donc guidée, l'ablation de la tumeur, donc d'une partie du système nerveux central, par l'anatomie fonctionnelle de ce patient à ce moment-là. Comment voulez-vous, pour la petite histoire, que le robot nous aide à opérer mieux? Vous imaginez un robot qui arrive à comprendre tout ceci? Déjà que nous, on a du mal. En s'y mettant à plusieurs, on réseau autour du patient justement le patient lui-même qui est dépositaire du plus beau diamant taillé brut, à savoir le cerveau en action, le neuropsychologue qui permet cette activité en temps réel, le neurochirurgien qui stimule et qui enlève, etc., etc. La technologie ne nous aide pas à l'heure actuelle. C'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'elle nous empêche d'avoir une vision holistique. Et plus vous focaliserez, moins vous verrez la réalité. Ce qu'il faut, c'est avoir du recul. Et ensuite, pour les plus jeunes, vous pouvez mettre le microscope, conceptuellement parlant, bien entendu, où vous voulez. Mais une fois que vous avez, en gros, compris la toile de fond. À partir de là, la mosaïque va défiler très rapidement, donc évitons les crises d'épilepsie, il y a une région qui intervient dans la mise en route du mouvement, qu'on appelle la motrice supplémentaire. Mais le mouvement, c'est aussi l'articulation. Donc, j'ai opéré un patient il y a 3 jours, pour la 3e fois d'ailleurs, mais j'ai enlevé cette structure, et au beau milieu du bloc opératoire, d'un seul coup, il s'est arrêté de parler, de bouger. Et normalement, on devrait s'inquiéter. Non, parce que j'ai enlevé la motrice supplémentaire. Et effectivement, aujourd'hui, avant de venir, il était debout dans les couloirs, il m'a dit, je vous revois demain.
donc la remise en route dans le mutisme akinétique, ce qui est crucial pour la rééducation, parce que ce n'est pas une aphasie hémiplégique. L'aire de Broca a déjà parlé, donc la diffusion au sens large. En plus, il y avait un output pour l'aspect R qui correspond à la sortie du langage articulaire. À un moment donné, il faut bien avoir un effecteur final. C'est en arrière de la région dite de Broca d'un point de vue anatomique. Et ça, je le sais, puisque j'ai développé un truc qui fait que pour tester les stimulations chez chaque patient, je veux d'abord le bloquer, être sûr que les intensités dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles soient suffisantes pour ne pas avoir un faux négatif, comme vous l'imaginez, dans la réalisation de la carte individuelle. Et à chaque fois, à 95%, l'ossiculien brain, donc même les neurologues peuvent plus nous dire le contraire à un moment donné, ce n'était pas dans la région de Broca, même si la région de Broca n'était pas infiltrée par la tumeur, en l'occurrence, et que j'ai taillé un volet un peu plus large pour ces régions électrophysiologiques dont je vous parle. Donc ce n'est pas une réorganisation artificiellement induite par la tumeur à ce niveau-là. C'est que ça ne sert pas à produire l'articulation. Par contre, ça peut servir à plein de choses, je vous rassure, et notamment aux aspects sémantiques, et ça c'est pas neuf non plus, puisqu'en imagerie fonctionnelle, il y a eu de nombreux travaux et des méta-analyses même, à ce stade maintenant, avec le recul d'une vingtaine d'années, qui disent que vous pouvez avoir des problèmes dans le traitement sémantique de l'information plurimodale. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Wernicke, c'est pareil. C'est que vous avez des zones, des sous-aires connectées à des sous-réseaux, en sachant qu'elles-mêmes sont connectées en U, qui interviennent à la fois dans la compréhension, mais aussi l'articulation, et également la syntaxe, comme Broca. Ce qui veut dire que ça rejoint la carte, la méta-analyse dont je vous ai parlé au tout début, en imagerie fonctionnelle, qui avait finalement les trois couleurs qui étaient syntaxe, phonologie et articulation, sémantique, pardon, qui étaient répartis aussi bien devant que derrière. En d'autres termes, vous pouvez stimuler devant et induire des troubles de compréhension dans la région de Broca, dite de Broca, et être derrière et stimuler la région de Wernicke et donner des troubles articulatoires à la région de Lise. J'y comprends plus rien, forcément. Le localisationnisme doit être brûlé. Et d'un seul coup, on l'oublie, on dit, mais c'est évident, ça se connecte. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir juste après. C'est évident. Parce que vous avez accès à ces faisceaux, et quand vous les stimulez, ça reproduit exactement ce que donnait A devant, B derrière. Et si vous déconnectez entre les deux artificiellement à travers la stimulation, ben ça vous donnera le même symptôme. Et à un moment donné, on a trouvé un sous-réseau qui est là, discret, ségrégué, qui interviendra dans la connectivité plus globale, qui rejoint exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est bien pour ça, par contre, il y a beaucoup d'autres zones dans le langage. Et là aussi, je continue la mosaïque, je ne vais pas trop m'attarder. Mais des régions telles que, pour ceux que ça intéresse, le lobule par l'état inférieur, la région que certains ont appelée l'aire de Geschwin. Mais je parlais tout à l'heure de contrôle exécutif, où commence le langage, où s'arrête la cognition, ou vice-versa. Vous êtes dans l'avion, vous allez aux États-Unis, et à un moment donné, vous dites je vais switcher. Je vais commencer à essayer, dans le mauvais anglais franchouillard, vous pouvez l'imaginer, j'espère qu'il est meilleur, mais en tout cas, à un moment donné, il faut décider de switcher. C'est du langage ou c'est de la cognition? Peut-être les deux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait des modèles qui disent l'un contrôle l'autre et ils travaillent ensemble. Ah bon, donc le cerveau serait fait de sous-réseaux eux-mêmes interconnectés et chaque sous-réseau est fait de plusieurs aires qui sont elles-mêmes interconnectées et tout ceci se module. Ah, vous imaginez le scoop? La syntaxe, la même chose. Je peux vous assurer que de temps en temps, je peux perturber spécifiquement le genre, ceci est en maison. Or, il y a des grands neuroscientifiques qui ont fait des modèles extraordinaires qu'ils ont publiés en Nature, qui disent que c'est pas possible de ne pas avoir accès à un mot, par exemple, la dénomination, sans avoir instantanément accès aux attributs et vice-versa. Par exemple, que c'est un nom féminin, masculin. Ben si. Il suffit de venir au blog, je suis désolé, comme Gaston Lagaffe, mais enfin, je n'ai pas dû le faire exprès, mais vous voyez, il a bien dit maison, il a dénommé, il a compris, il a produit et le genre n'était pas au rendez-vous. Donc votre modèle, maintenant, vous pouvez brûler les papiers dans le Nature. Droite-gauche. Qui a dit que l'hémisphère droit n'intervenait pas dans le langage? D'abord, est-ce que vous êtes droitier, gaucher, ambidextre? Mais bien au-delà de tout ceci, il suffit d'avoir 10% du réseau, selon l'IRL fonctionnel, qui dit, vous inquiétez pas, vous avez le tumeur à droite, et 90% du langage pendant que le patient est en train de faire une tâche, c'est du côté gauche. Oui, mais si j'ai 10%, c'était un épicentre crucial pour le coup, connecté au reste du réseau. Ben, ça donnerait une aphasie qu'on appelle croisée. Et comment vous pouvez me certifier donc, que ces 10% ne sont pas... Je ne peux pas.
Donc pourquoi est-ce qu'on ne réveille pas systématiquement les patients? Parce que l'électrophysiologie sous anesthésie générale qui vous démontre comment est fait un réseau du langage de cognition, de métacognition ou de comportement, il faudra qu'on m'explique comment on fait. À l'heure actuelle, je ne fais encore une fois que observer ce que veut bien me donner le cerveau. Donc on peut le faire dans le calcul, là aussi juste pour vous dire qu'il n'y a pas un calcul mais des calculs, tout le monde sait que si on fait une soustraction on va faire appel à l'imagerie mentale, chacun voit son truc mais posé, alors que si on dit 2 x 2, 4, 4 x 4, 16, on est censé l'avoir appris par cœur, c'est peut-être plus vrai, mais en tout cas il y a des codages qui font que ça revient à un accès au lexique, donc que veut dire le calcul. Et tout ceci on a mis en évidence au bloc opératoire le jugement, la congruence, l'incongruence, donc vous avez là cette fois-ci plusieurs sous-réseaux qui s'affrontent. Vous montrez une image de chat et puis vous dites ceci est un chien. Vous êtes polytechnicien et je stimule le dorso latéral préfrontal qui est une porte d'entrée dans la cognition avec 2 niveaux, et en particulier la voie dorsale qui intervient dans le traitement phonologique et la voie ventrale dans le traitement sémantique. On va juste le revoir après. Qu'est-ce que ça donne? Le patient ne sait plus. Vous avez perturbé en fait 2 réseaux, au moins. Un jour, je ferai peut-être ce topo en disant j'en ai perturbé 5. Cognition spatiale, vous êtes danseur, ça sert à rien, l'hémisphère droit? Oui, mais sauf que cette danseuse, elle m'a dit je veux redonner un gala dans 3 mois, juste histoire de me mettre la pression. Et c'était localisé juste dans la région où, selon les livres d'histoire, évidemment, si vous avez une lésion à ce niveau-là, vous avez une héminégligence. Vous n'avez plus conscience de l'hémi-espace contralatéral, donc pendant que le côté rouge, puisque c'est croisé. C'est une félinie à la fin de sa vie. En fait, on l'a opéré et on a trouvé les mosaïques corticales, et je vous montrerai ensuite les réseaux sous-corticaux qui interviennent dans le fait qu'à ce moment-là, elle a dévié, on lui a fait un test de montrer le milieu d'une ligne, et cette patiente a redonné son gala 3 mois plus tard, et on a publié en Science. Les réseaux de l'attention, c'est lié au saccade, bien entendu. Vous êtes en train de clipper un anévrisme, s'il y a un grand bruit dans la pièce, vous imaginez que vous allez vous retourner comme ça y est, c'est terminé, le patient est mort. Parce que vous êtes mis dans un conditionnement qui est, quel que soit le problème extérieur qui pourrait survenir, je vais me concentrer sur ce que je suis en train de faire. À l'inverse, quelqu'un entre dans la pièce maintenant avec un grand bruit, probablement qu'on se retournera. Donc vous voyez, tout ceci se contrôle également. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai induit des saccades, pas plus tard involontaires, qu'il y a 2 jours au bloc opératoire. Et pas simplement en surface, mais en profondeur. Parce qu'on a décrit les réseaux oculomoteurs. La mémoire de travail, un bac, la diapositive d'avant, on va vous faire cet affront, il est tard, mais un bac d'avant-avant, 3 bacs. Normalement, vous êtes capable de faire ça. Les patients que j'ai opérés sont juste à 2 bacs. Donc en fait, ils ont des problèmes de temps en temps de prise de décision en temps réel. S'ils sont directeurs d'entreprise, par exemple, maintenant ils notent, ils s'enferment dans leur bureau et ils me disent eux-mêmes, et ils reviennent 1 heure plus tard en faisant la synthèse. Ce qui, in fine, est parfois mieux pour l'entreprise que de l'avoir fait en temps réel avant l'intervention chirurgicale. Fin de citation. C'est ça que j'en viens de plus en plus aussi à... J'ai négligé les réseaux quand j'étais un petit peu plus jeune parce que je voyais ce qui était perceptible par les yeux. Je ne veux pas que le patient soit hémiplégique, bien entendu, je ne veux pas qu'il soit aphasique, ensuite je voudrais quand même qu'il soit un minimum connecté, donc les fonctions cognitives, mais en fait l'être humain c'est avant toute chose du comportement. C'est pour ça que la mauvaise foi existe, ou que l'obscurantisme dont j'ai parlé tout à l'heure existe. Parce que finalement, les faits là, ils existent, ces patients sont vivants, on peut venir les examiner, d'ailleurs beaucoup le font, et confronter à l'imagerie avant, après, à l'anatomie, à la fonction, aux imageries fonctionnelles, faire des tests qu'on veut, sauf qu'il y aura toujours 2 catégories de personnes, celles qui viendront pour essayer de mieux comprendre et me donner beaucoup d'informations parce que je ne peux pas tout voir, et celles qui ne viendront jamais alors qu'elles savent, parce qu'elles ne veulent pas voir la réalité à l'heure actuelle. Donc comment, dans un monde pareil, est-ce qu'on ne peut pas s'intéresser à l'émotion, au comportement social? Et ça, je l'ai totalement négligé quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, on est capable, de bloc opératoire, d'identifier, de perturber transitoirement, spécifiquement, certains sous-circuits qui interviennent dans l'empathie notamment. Alors, je verrai à la toute fin, notamment la reconnaissance des émotions, des visages qui sont face à vous. Alors, la cognition est intacte, le langage est intact, le mouvement est intact, etc. Et comment on a compris tout ça? Parce qu'encore une fois, ce que je viens de vous montrer, c'est une mosaïque de surface, mais ça ne marche pas si tout n'est pas connecté. Et l'histoire, c'est qu'il y a eu des pionniers qui avaient déjà tout dit.
le quadrilatère de Pierre-Marie, où finalement la légion de Le Borgne, il avait expliqué à Broca, certes 20 ans plus tard, mais il y a substance blanche là, en fait il voulait dire, il ne savait pas à l'époque, la question longitudinale supérieure, la partie latérale, titre 3, le faisceau arché qui existait celui parce que Desjardins était en train de le décrire, et la connectivité cortico-sous-corticale jusqu'au noyau gris central, en particulier au noyau lenticulaire. Tout ce que je vous dis, c'est peut-être du charabia, mais c'est exactement la lésion de Le Borgne. Il ne pouvait pas récupérer, il avait 4 faisceaux qui étaient coupés. Et Broca a juste dit, oh ben, la part supercularis du gyrus frontal inférieur gauche est la région du langage. Et on l'a gobé pendant 150 ans. Mais malgré Pierre-Marie, je vous invite à lire, je l'ai lu, le pamphlet de Pierre-Marie de 1903, c'est extraordinaire. Et ça n'a intéressé personne, parce que c'est trop compliqué. Qui a enseigné le quadrilatère de Pierre-Marie à l'heure actuelle dans l'université de médecine ou des neurosciences cette année? Je suis sûr que le nom n'a jamais été évoqué. Je ne vais pas faire le tour de tous ceux qui ont eu de grandes idées de Campbell, psychiatre qui avait déjà parlé d'odotopie. Odotopie, ça veut dire qu'il y a des chemins et il y a des points. Oui, ça fait un réseau. Ils avaient tout compris il y a un siècle, on a tout étouffé. Je pèse mes mots, étouffé, parce que normalement ça devrait être 50-50. L'idée que il y a les gentils, il y a les méchants, et puis finalement chacun y retrouve un peu son compte. Non, non, non. C'est forcément ce modèle localisationniste qui doit prévaloir. Il faudra vous expliquer pourquoi. En tout cas, il y a de nombreuses méthodes, dont le tenseur de diffusion que j'ai décrit à un moment donné, mais qui en fait m'a fait comprendre que c'était extraordinaire qu'il existe parce qu'on arrivait à peindre les faisceaux en jaune, bleu, vert, et que c'était génial pour le neurochirurgien. Parce que d'un seul coup, il se disait « Ah, le cerveau est connecté ». Donc finalement, le robot, ça a du vent, la technologie. Parce que si on le fait de cette forme-là, ça n'intéresse pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez 1000 patients qui ont le même symptôme, des lésions différentes, vous les segmentez et vous dites la zone qui se chevauche, c'est celle qui explique qu'ils ont tous le même symptôme. Aphasie, Broca. Non, c'est parce que cette partie du sous-réseau est lésée chez ce premier patient, cette partie du sous-réseau est lésée, etc., etc. Et selon ce modèle, la seule zone qui n'est pas impliquée dans cette sous-fonction est le chevauchement. Ça change la vie quand même. Vous allez me dire, d'accord, mais démontre-le. Moi, je suis neurochirurgien, je peux le faire. Voilà. 5 heures d'examen à l'Institut des neurosciences cognitives de Paris. Ils voulaient trouver un déficit. Ils n'en trouvaient aucun. Patient droitier, etc., etc. Ils continuent à aller bien, mener une vie normale. Encore une fois, vous allez me dire, il y en a plein, il y en a des centaines à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'on ne coupe pas la connectivité. Fibromotrice, tout le monde va comprendre que si on a un AVC, évidemment, au niveau du bras postérieur de la capsule interne, on va avoir une hémiplégie, on ne récupérera pas. Mais est-ce que la non-hémiplégie reflète le mouvement? Encore une fois, si on prend les musiciens, j'adore également la musique, coordination bimanuelle. Vous pensez qu'on est forcément capable d'avoir l'indépendance des mains comme on souhaite, d'un côté par rapport à l'autre, ou que ça prend des décennies pour arriver à travailler ceci? Il y a des réseaux qui interviennent. Comment on le sait au bloc opératoire? Parce qu'on demande aux patients de faire ce type de séquencé. À ce moment-là, on inhibe. Mais le patient n'a pas d'hémiplégie, il n'a pas de résolution du tonus, ça intervient dans le contrôle du mouvement. Donc c'est une balance à nouveau. Chaque fois que je vais vous donner quelque chose, je vais le reprendre pour dire que de l'autre côté, il y a un équilibre instable dynamique. Et c'est comme ça que ça marche. Contrôle moteur de la parole, c'est exactement la même chose. Comment on le sait? Parce que quand on stimule les patients, on peut induire un bégaiement, volontairement bloc opératoire. Donc il y a une partie des bègues qui, en fait, sont explicables par un syndrome de disconnexionnisme. Et j'en sais quelque chose parce que j'ai induit un jour chez un patient il y a 17 ans le fait qu'il est resté bègue pendant 16 ans, l'année dernière malheureusement, mais il a vécu 16 ans. Et finalement, il m'a toujours dit, je vous en ai pas voulu. Mais en fait, personne ne comprenait. Il m'a fallu 15 ans pour comprendre, et cet article, c'est un peu à son hommage. 2016, c'est un syndrome de disconnexionnisme. Et c'est pas du tout lié au fait que j'avais enlevé tel ou tel zen, mais j'avais coupé ce qu'on appelle le FAT, peu importe, un faisceau. On ne pouvait pas nous reprocher de l'avoir coupé à l'époque parce qu'on ne connaissait pas. Et qu'il a été découvert dans les années 2010 à peu de choses près. Alors quand on nous dit qu'on connaît l'anatomie fonctionnelle cérébrale du système nerveux central, on dit même des faisceaux, on en découvre à l'heure actuelle. Ce qui semble légitime. Les voies somatosensorielles, je ne vais pas insister, la réentrée, mais ce qui est intéressant, et ça, Benfield l'avait dit dès le début, en fait, le monculus a été un peu galvaudé quand même, c'est que quand il stimulait en rétrocentral, dans 15 à 20% du temps, il induisait des mouvements où il les inhibait en rétrocentral, en pariétal et vice-versa.
qui pourrait induire des phénomènes somatosensoriels en stimulant pré-central. Donc, réseau loco-régional, pré-rétrocentral, fibroneux. Devant, c'est moteur, derrière, c'est somatosensoriel. Ah bon? Les patients sont pas au courant. Voix visuelle, ça n'a pas intéressé par le mental de neurochirurgien. Je le dis comme ça également, dans le sens où ça ne se voit pas. Et j'ai été le premier sauf que les patients m'ont dit parce que la législation a changé, je ne peux plus conduire le jeu. Ah, ça pose un problème. Ben oui, du coup, comment je fais pour aller au boulot? Vous me dites que vous m'avez sauvé, super, génial, mais j'ai 35 ans, je ne peux pas aller travailler. Donc, on va au bloc opératoire maintenant, y compris au niveau de l'hémisphère dit non dominant, pour tester les voies visuelles et pas que le cortex visuel qui finalement est très plastique, comme on l'a entendu tout à l'heure, mais si vous coupez les câbles, ça veut dire en d'autres termes les radiations optiques, le patient aura une éminence latérale homonyme. C'est tellement évident que c'est applicable au reste. Et c'est là où j'en viens à la danseuse et la cognition spatiale, visio-spatiale. Parce qu'il y a l'entrée visuelle, mais ensuite, où est-ce que je me positionne dans l'espace? Et il y a la conscience de ceci, dans le niveau supplémentaire. On terminera par cela. On commence à tester la conscience, y compris au bloc opératoire, mais avant-après. La conscience de soi, la conscience de l'environnement. Vous coupez les films, patient regardait une mini-négligence, le syndrome d'Anton-Blavatsky qui était rapporté dans la littérature. Attention visuo-spatiale, on en a parlé tout à l'heure, je n'insiste pas, mais cette fois-ci vu au niveau des faisceaux. Et le clou du spectacle, quand vous faites des dissections anatomiques, en revenant jusqu'au niveau du cortex, parce que finalement c'est pas juste le cortex que vous voulez voir, mais pas que les fibres non plus, comment elles s'entrecroisent. Ce que vous voulez, c'est savoir si cette fibre, encore une fois, connecte A à B ou Z à Y. Il n'y a pas de connexion majoritaire directe entre la région anatomique dite de Broca et la région dite de Wernicke. La pars supercularis est connectée essentiellement, en étant un peu plus technique, à T2 et T3, et pas à T1. Et T1 est connecté au cortex prémoteur ventral, c'est-à-dire l'output dont je vous parlais tout à l'heure, qui est situé en arrière de Broca. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une connexion indirecte que vous pouvez voir, là, qui a été démontrée en simultané, en tenseur de diffusion. On est revenu finalement à l'anatomie en mettant là-dessus ce dont je suis en train de vous parler d'un point de vue fonctionnel et l'imagerie, en disant, ah ben finalement, il y aurait plusieurs sous-réseaux entre simplement la boîte dorsale, en plus de ce qui véhiculerait le langage. Ça veut dire qu'en pratique, vous stimulez la partie latérale, vous avez une anartrie. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure Wernicke, parce que regardez, elle vient très postérieure, vous pouvez induire un ré complet. A l'inverse, vous pouvez stimuler très postérieurement en temporal et créer finalement des troubles liés à la région plus dite de Broca, et en l'occurrence des troubles phonologiques et articulatoires. En stimulant en T2 et T3 postérieur. Donc on n'y comprend plus rien. Si, en mettant ceci, ça devient, c'est juste une évidence, c'est connecté. Ah ben voilà. Donc si on évite de déconnecter, on n'aura pas le déficit. Si vous avez la malchance de couper un petit peu trop ou que vous ayez un accident vasculaire cérébral, là, vous aurez la confirmation malheureuse, dans les 1% de patients dont je vous parle, que c'était bien lié à la connectivité, parce que eux, vous pouvez faire malheureusement ce que vous voulez en termes de rééducation, ils ne récupéreront pas. Ça veut dire qu'on le sait déjà. C'est valable pour le syntaxe, vous voyez que maintenant, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais avec des faisceaux. Et là, si je stimule spécifiquement une sous-partie de cette voie dorsale, et je vous avoue humblement que je ne sais pas laquelle c'est, si tant est qu'elle ne soit pas variable d'un patient à l'autre, je vais induire un trouble de syntaxe spécifique, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le patient peut continuer à parler, à comprendre, à produire et à dénommer. Je peux même stimuler certaines régions qui font que le patient involontairement va se mettre à parler dans sa langue maternelle. Bien, pourquoi vous l'avez fait? Je ne sais pas, je l'ai senti. Donc vous perturbez le contrôle du switch d'un langage à un autre. C'est pour ça qu'on a élaboré de nouveaux modèles au fur et à mesure, je n'insiste pas, mais évidemment tout ce qui sort du bloc opératoire se transforme en flèche rond, carré, cube, parce que finalement tout le monde peut le faire et que ça c'est pas très compliqué. La question de fond c'est quel est le matériel de base que vous prenez. Le mieux c'est simple, encore une fois, c'est l'observation. Là, je n'aurai pas le temps de vous mettre le film, mais quand vous stimuliez, à ce niveau-là, le patient se mettait à chanter, même s'il était en train de dénommer 1, 2, 3, 4, 5, pourquoi nous. Or, les orthophonistes, c'est très important, parce que les orthophonistes savent bien qu'à travers le chant, on peut recommencer à faire parler un aphasique, surtout s'il a un syndrome en fait de mutisme.
Parce que le tout, c'est pas de rééduquer le symptôme. Je sais qu'il y a des orthophonistes dans la salle, j'en profite à 30 secondes. On vous a toujours dit rééduquer le symptôme, mais non. L'important, c'est de rééduquer le mécanisme sous-jacent qui a été à l'origine du symptôme, qui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Par exemple, ne pas insister pour refaire parler un patient qui a des problèmes phonologiques majeurs parce qu'il n'a plus de voie dorsale phonologique, mais avoir l'intelligence d'utiliser la voie ventrale et donc d'utiliser l'accès au lexique, l'automatisme basé sur la compréhension. En d'autres termes, on ne va pas ouvrir page 3 le bouquin de rééducation pour dire en fonction de ce symptôme, je vais faire ça. Et pourtant, je dis si encore ce qu'il fait. La voie ventrale sémantique, là c'est extraordinaire parce qu'on m'a longtemps reproché, quand j'ai commencé à la publier, ça fait 12-13 ans, faisceau occipital inférieur, que je disais n'importe quoi parce qu'il n'existait pas chez l'homme. Et pourquoi il n'existait pas chez l'homme? Parce que les anatomistes à ce moment-là travaillaient essentiellement chez l'animal. Il se trouve que chez le macaque, l'IFOF n'existe pas. C'est là que je vous dis, mais il me semble quand même qu'on a peut-être une conscience autonoétique, à la capacité de se projeter, comme je disais tout à l'heure, dans les 20 ans futurs. Et ça, même si je sais bien que les singes communiquent entre eux, vous avez déjà vu de la métacognition chez un singe qui va dire « je vais rajouter un chapitre à mon roman ». Et il se trouve que 13 ans plus tard, c'est le plus gros faisceau du système nerveux central chez l'homme. Et que j'étais finalement petit joueur parce que j'avais décrit 2 sous-réseaux, et que les Japonais récemment ont sorti un article où ils en ont décrit 13. Je suis heureux de le savoir, parce qu'il y a 20 ans, ça n'existait pas, ce faisceau. Vous voyez pourquoi je parle d'obscurantisme? Il se trouve, et ça c'est passionnant, que quand vous stimulez la partie latérale, et regardez bien les terminaisons corticales, c'est ça qui compte, si le patient est en train de faire un test de dénomination, donc je parle, ceci est un chien, ceci est un chat, et là il va dire, ceci est un chat. Oui, mais on vient de lui montrer une voiture. On a compris. Regardez bien les terminaisons corticales, maintenant du même faisceau, mais dans la partie plus profonde. C'est pas les mêmes. C'est le même faisceau, mais c'est pas les mêmes terminaisons. Et du coup, le patient va être capable de dénommer. Et on peut couper le faisceau en disant qu'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il ne comprend plus la sémantique non verbale. En d'autres termes, l'autoroute dont je parlais tout à l'heure, maintenant, il faut savoir si on s'arrête à Paris en venant de Toulouse, ou bien si on va jusqu'à Lille. Ça change un peu la donne, quand même. C'est ça, les réseaux qui travaillent ensemble. Et nous, on est là pour les perturber, avec la stimulation au beau milieu, qui donne des troubles, donc maintenant, on va un petit peu plus loin, de conscience autonoétique. Je m'explique, on demande au patient de s'auto-évaluer lui-même. Donc, est-ce que ce que vous venez de dire, c'était bien ou pas? Mettons une échelle de 1 à 6 pour aller vite au bloc opératoire et pas stimuler de façon prolongée. 1, c'est rondeur, je ne sais pas. 6, c'est oui, je suis absolument certain. Alors, le problème, c'est pas tant que finalement le patient aurait dit un chien à la place du chat, ils disent, je ne sais pas pourquoi j'ai raconté ça. Le problème, c'est quand le patient vous dit, oh, ben, les lunettes, ça va surtout avec les oreilles. Ah oui, pourquoi? Oui, parce qu'on pose la branche au niveau des oreilles. Donc ça veut dire que non seulement il n'a plus conscience du fait qu'il n'a pas associé les bons items, mais en plus il veut avoir raison. Je dirais que ça me rappelle, oui je sais, il faudrait refaire peut-être les normes dans la population générale. C'est souvent la question. Que veut dire la fonction? C'est pour ça que vous voyez maintenant, on identifie chaque sous-réseau. Si vous avez un problème avec les noms propres, spécifiquement, et ça arrive régulièrement, c'est que j'ai coupé les faisceaux insignés du côté gauche dominant. Et là, je viens presque au localisationnisme parce que c'est extraordinaire la reproductibilité. Donc la question de fond, c'est est-ce que vous êtes aphasique parce que vous ne vous souvenez plus des noms propres? C'est ce qu'il faut dire aux patients avant, parce que ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a un autre faisceau qui est très basal, lui, sous la voie ventrale dont je vous ai parlé tout à l'heure, la FF, qui intervient dans la lecture. Or, la lecture, de plus en plus, on la résume, comme vous savez, dans les travaux notamment de la Salpêtrière, à la Visual Workfront Area. Et en fait, il y a tout un réseau tout autour. Et on l'a publié très récemment aussi. C'est-à-dire ce qui vient du cortex occipital visuel, comme vous en doutez, mais ensuite ce qui est traité d'un point de vue la double voix, toujours la double voix, toujours la double voix, qui est traité de façon sémantique, automatisée, ou de façon syllabique, la façon dont on a appris à lire. Il est évident que c'est crucial de savoir pourquoi un enfant est dyslexique en regardant le mécanisme sous-jacent pour le rééduquer de façon adaptée, et pas parce qu'il est dyslexique à 7 ans.
Ça ne veut rien dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on coupe la partie antérieure, il n'y aura qu'un allongement des temps de réaction pour la lecture, pour la dénomination et pour l'accès au nom propre. En d'autres termes, ce n'est plus une zone qui compense une autre zone, c'est là où je veux en venir dans la plasticité, c'est un sous-réseau qui en compense un autre. Parce que cette région-là, A, est connectée à B par cette voie indirecte dont je viens de parler, la partie antérieure du faisceau longitudinal inférieur, peu importe, qui mène au pôle temporal, et le faisceau ancillé. Et si vous coupez tout ceci, il y aura quand même une compensation par le fameux faisceau, vous vous souvenez, qui n'existait pas. Et du coup, le patient donnera le change, même si un bilan neuropsychologique approfondi dira « Ah, il y a quand même quelques petits trous ». La question de fond, ce serait est-ce que ça vous gêne dans la vie de tous les jours ou pas? Et la réponse sera non, depuis que j'ai été rééduqué, parce qu'on a utilisé la voie ventrale qui me restait et la voie dorsale qui, elle, est totalement intacte, et l'hémisphère contralatéral, en fonction de ma manualité, tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Une rééducation adaptée, en somme. Voilà. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que ça explique, très longtemps après, comment on pouvait faire des lobectomies temporales dans l'épilepsie. On n'a pas attendu, en étant très efficace au niveau du lobe temporal gauche, et en enlevant une zone qui est le pôle temporal, et qui pour certains, comme Lambron Ralph, par exemple au Royaume-Uni, est une sacro-sainte zone impliquée dans le traitement sémantique de l'information. Oui, mais quand on discute, il est d'accord sur un point, c'est qu'il y en a deux. Donc, si vous enlevez celle-ci parce qu'il y a l'épilepsie, parce qu'il y a l'épilepsie pour avoir accès à l'hippocampe, et qu'il n'y ait plus de crise après que le patient s'améliore, il va pouvoir au contraire bénéficier d'une rééducation dans un système beaucoup plus plastique, puisque tant que vous avez des crises d'épilepsie, c'est la limite de la plasticité dont je parlais depuis le début. Je ne vous ai pas infligé les modèles biomathématiques qui ont fait qu'on l'a modélisé. Donc tout est lié. En fait, plus vous êtes malade, plus on enlève, plus vous allez récupérer. Sauf si on a coupé la connectivité. À partir de là, je ne veux pas vous donner la fausse illusion que je comprends au cerveau, parce qu'il y a des faisceaux, je ne sais absolument pas à quoi ils servent, parce qu'ils me rendent très malade au bloc opératoire, notamment, pour vous donner un exemple, le faisceau longitudinal moyen, qui pour le coup, lui, a été décrit, alors là, surtout chez le macaque. Alors j'ai envie de penser qu'il a évolué chez l'homme et qu'il a été en partie compensé, non plus à travers le développement, mais à travers la phylogénèse, par un autre sous-système. Ça commence à devenir intéressant, la plasticité interespèce. Et enfin, on terminerait dans le réseau par les noyaux glycentraux, dont on n'arrête pas d'entendre parler, et à juste titre, la maladie de Parkinson, on en parlait tout à l'heure, la dystonie, surtout depuis que les neurochirurgiens, dont en France, M. Benhamid a l'idée d'introduire une électrode à haute fréquence pour sidérer le réseau. Mais on a eu une discussion sur un bateau à Stockholm un jour, et je lui ai dit, en fait, vous sidérez un réseau, vous n'avez rien compris à ce que vous faites. Il m'a dit, effectivement, il faudrait qu'on s'intéresse maintenant à la substance blanche et au cortex. Et je lui ai dit, toute la génération d'après, de neurochirurgiens vont appliquer ce que vous avez fait, et c'est génial, et ça aide, mais en fait, je suis sûr qu'ils vont devenir localisationnistes des noyaux gris. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était il y a 15 ans. Maintenant, vous avez une société qui est dédiée simplement à l'étude des noyaux gris. Oui, mais ça intervient peut-être dans la modulation de ce qu'il y a autour, qui s'appelle le cerveau. Donc, en d'autres termes, plus on nous parle d'inter-pluridisciplinarité, plus on est cloisonné, sauf que ça, c'est facile de le dire aujourd'hui. Mais cette discussion, elle a eu lieu il y a 15 ans. Donc, on pouvait sentir venir le mauvais coup. Et on y a sauté à pieds joints. Je ne reviens pas sur les ambidextres, je reviens juste sur le schéma du début. Vous avez dû commencer à comprendre pourquoi je vous ai infligé d'emblée un schéma qui était probablement trop équipotentiel et qui partait dans tous les sens, sauf que moi je pense que ce schéma est simplissime et qui va être beaucoup plus compliqué dans les prochains modèles, l'évolution du modèle qui viendront dans les publications futures. Juste pour terminer, qu'est-ce qu'on fait avec ceci maintenant? On voit que les cartes se réorganisent au bloc opératoire. Voilà la plasticité en temps réel, illustrée tout à l'heure d'un point de vue microscopique. C'était extraordinaire de voir pour moi justement les neurones qui arrivent à moduler leurs synapses. Mais il se trouve que macroscopiquement, nous, les cartes se modulent à l'échelon d'un quart d'heure au bloc opératoire. Et d'ailleurs, c'était sur cette thèse qu'avait porté mon doctorat en neurosciences, et je me souviens qu'un membre du jury m'avait dit c'est un artefact de stimulation. En d'autres termes, on ne peut pas croire dans un instant que les cartes bougent au fur et à mesure. Ben si, parce que maintenant, à l'imagerie fonctionnelle, il faut l'illustrer quand même.
Après que le patient a eu le mutisme, akinésie transitoire, parce qu'on a enlevé l'herbe supplémentaire qui ne bougeait plus, qui ne parlait plus, maintenant je sais pourquoi il bouge à nouveau. Parce qu'en fait, il a compensé avec l'autre côté, tout en gardant une partie de ce réseau, et finalement, c'est les deux hémisphères qui sont impliqués, comme si finalement on avait un cerveau. Et pas juste une zone, dans un hémisphère donné. Et maintenant, l'illustration qui rejoint l'oncologie, plus vous enlevez de tumeur, plus le patient va vivre. Oui, mais ça va être au dépend de sa qualité de vie. Non, au contraire. Exemple, l'encoche de la main, c'est exactement ce qui m'est arrivé, comme je disais il y a 2 jours. Et évidemment, il y a encore des zones qui interviennent dans l'aire motrice primaire, mais toutes sont connectées. Là, je donne un coup de bistouri un peu trop agressif, 5 mm de plus, le patient s'arrête de bouger, il ne bougera plus jamais. Parce que ce serait déconnecté ad vitam, comme à la suite d'un accident vasculaire cérébral. J'adore la musique, comme je vous l'ai dit. Voilà l'encoche de la main totalement enlevée. Cette patiente est guitariste, a sorti un album depuis. C'est à ce niveau-là dont on parle de plasticité. La région de Wernicke, j'ai horreur de perdre, je n'avais pas réussi à l'enlever au début, je l'avais opéré 7 ans plus tard, cette patiente est avocate. La région, vous me direz, pas besoin de me comprendre, je ne sais pas, je n'ai pas regardé en détail les bilans neuropsychologiques. La région de Broca, maintenant vous aurez compris, mais pourquoi? Parce que l'important c'est les 2 étiquettes au fond. Les 2 étiquettes, c'est quoi? C'est la voie ventrale et la voie dorsale qui convergent et qui vont continuer évidemment à connecter le reste du lobe frontal non enlevé dans cet exemple. Et vous comprenez maintenant pourquoi il a été possible de faire des lobectomies aussi extensives en opérant en 2 temps. D'abord du côté gauche, en enlevant la région de Broca puisqu'elle n'a jamais été là dans le langage, mais en se méfiant beaucoup au niveau de l'hémisphère contralatéral droit. Et ce patient, à l'heure actuelle, n'a pas de trouble métacognitif non plus, c'est ça qui est important. Je veux dire que si Broca avait tort, on peut se demander si Damasio n'avait quand même pas quelques limites, et on a eu cette discussion ensemble, quand il a dit, vous voyez bien que dans les lésions bilatérales, il va y avoir instantanément et irrémédiablement et définitivement des troubles émotionnels, comportementaux. Souvenons-nous de HM et autres. Et en fait, la réponse est ça dépend. Parce que l'idée d'induire la plasticité cérébrale, et la question a été légitimement posée tout à l'heure, c'est le temps aussi. Comme tout système tampon, il ne faut pas tourner dans le coup. Il faut petit à petit. Et en fait, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce type de travaux ont déjà été publiés dans Science en 1950 chez l'animal, où certains chercheurs s'amusaient à faire des lésions d'un coup, évidemment, l'animal ou mourait si c'était en transe cérébrale ou restait hémiplégique, et au contraire, opérer en groupe contrôle, où ils enlevaient un petit peu, ils attendaient que l'animal récupère, etc., etc., et in fine, ça marchait. C'était 1950. Je l'ai ressorti au moment de ma thèse de sciences. Ça n'a intéressé personne. Et maintenant, c'est utilisé par contre dans les modèles d'intelligence artificielle. Je le sais, ils font appel à votre serviteur pour me dire finalement, regardez, c'est amusant parce que si on dit que c'est un réseau de neurones et si on dit qu'on enlève d'un seul coup la base, tout s'autodétruit. Si par contre on enlève petit à petit, qu'on laisse réapprendre avec le deep learning, ben, finalement il compense. Oui, c'est exactement ce qui se passe dans le cerveau. Donc moi je suis heureux de savoir que eux commencent à m'expliquer qu'on va pouvoir faire des modèles pour prédire à l'échelon individuel. Mais voyez bien qu'on est très très loin du localisationnisme. On ne vit pas dans les mêmes mondes. Je veux dire, y compris ce que vous regardez à la télévision quand on parle d'intelligence artificielle. Et que le lendemain à la fac, on va vous dire l'herbe de Broca, c'est la zone qui sert à parler. On peut enlever l'insula, on peut enlever l'aire de Wernicke, on peut enlever la région rolandique, on peut enlever le cortex pariétal, on peut enlever beaucoup, même des cavités très volumineuses comme vous voyez. Je ne vais pas insister, vous avez compris le principe, y compris le corps K2. Pour la petite histoire, cette patiente était capable de jouer les concertos pour piano et orchestre de Rachmaninoff 3 mois après l'intervention chirurgicale. Et j'aime bien le dire parce que j'adore la musique et que je me souviendrai toujours quand un impresario m'a dit elle joue mieux qu'avant. Et là j'ai compris que j'étais un peu jeune et que je n'avais pas tenu compte des aspects émotionnels dont je vous parlais. Et qu'en fait, je l'avais désinhibé involontairement et que dans son travail, il se trouvait que ça fitait parfaitement. Et en fait, moins par moins avait fait plus, j'avais fait de la pause sans le savoir, donc éviter de faire les choses si vous n'avez pas compris. C'est ça que j'ai compris et c'est pour ça qu'on étudie de plus en plus les réseaux au sens large d'empathie dont je vous ai parlé. Ce qui veut dire qu'on est même arrivé à faire des cartes de ce minimal brain, ça veut dire qu'en gros, à 90%, si vous avez une lésion à ce niveau-là, et ça c'est des résidus, des tumeurs, donc que je n'ai pas pu enlever pour des raisons fonctionnelles, et en fait, regardez, ça converge et ça vous trace les autoroutes dont on parlait. Alors que tout le reste du cortex est très plastique.
nous connaissons malheureusement les limites de la neuroplasticité. 30% d'amélioration grâce à cette rééducation systématique dont on parle même chez les patients qui disent qu'ils vont bien. Médiane de survie de 17 ans. Il n'y a pas de dilemme de la vie versus la fonction. C'est pour ça qu'on a même proposé d'ailleurs de dépister maintenant dans la population générale entre 20 et 40 ans et que ça a été accepté par l'Académie nationale de médecine vu les aussi bons résultats sur le plan fonctionnel, à condition que réseaux parallèles, distribués, corticaux, sous-corticaux, bidirectionnels, interconnectés, capables de se compenser. Ça va totalement à l'encontre de Broca et Wernicke. Et c'est vous qui vous ferez une idée en fonction de votre plasticité de ce que vous retiendrez finalement, sachant que c'est pas la mosaïque de détails, c'est on prend monobloc, on rejette monobloc parce que les deux théories ne peuvent pas trouver de compromis. Juste pour conclure, vraiment, comme vous souhaitez, je peux arrêter à n'importe quel instant, il reste à peu près 3 minutes. Vous resteriez sur votre faim parce que je vais vous montrer sinon les réseaux des neurones miroirs. Regardez les mouvements de la main gauche chez des volontaires sains, chez des groupes de patients qui ont une tumeur à ce niveau-là. Regardez, la connectivité a disparu. Chez des groupes de patients que j'ai opérés, regardez, la connectivité est passée de l'autre côté. Ça a été fait par un centralien qui ne connaissait absolument rien à l'anatomie fonctionnelle et à ce qu'on faisait. On lui a donné des datas, et a trouvé 3 sets, et il a dit, c'est curieux, la connectivité n'est pas la même, juste sur la place de la synchronie. Ça, c'est de la recherche. Parce que moi, je ne suis pas capable de partir de modèles ex nihilo pour en arriver à finalement rejoindre la réalité. Moi, je pars de l'observation. Mais si les deux ne se rejoignent pas au milieu, c'est qu'il y a un problème. Et il se trouve qu'on se rejoint. Parce qu'ensuite, on a mis son modèle sur l'anatomie, et ce qui s'était passé au bloc opératoire avec les bilans neurocognitifs. Et on a rajouté maintenant l'état de repos dont je vous parlais. En fait, ne faites rien. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'au moment où le patient s'aggrave en post-opératoire, il y a une diminution entre la connectivité entre les deux hémisphères. Qui a dit que c'était une zone qui correspondait à une fonction dans un hémisphère donné? Parce qu'en plus, il faut que ce soit à gauche dans vos cas. C'est extraordinaire. Et en plus, ça va beaucoup plus loin, parce qu'on module ce qui se passe au niveau du thalamus, des neurones au sens large, et du cervelet. Je veux dire, juste en opérant finalement le cortex. Tout le réseau cortico-sous-cortical est modifié. Pendant le déficit, au moment où le patient récupère, grâce au fait qu'on ait préservé le réseau, mais pas l'interrupteur. Et l'interrupteur est remis en route par la rééducation systématique dont je parlais tout à l'heure. C'est tout ça qu'on est en train de faire. Mais sauf qu'il faut se l'imaginer pendant qu'on le fait. Sinon, on subit. Voilà ce que ça donne pour le langage après avoir enlevé Broca. Une bascule d'un côté par rapport à l'autre. Sauf qu'en fait, c'est une bascule de droite à gauche et que le patient allait mieux après l'intervention chirurgicale, après avoir enlevé la région de Broca. C'est ça qui est extraordinaire dans cet exemple. Vous allez me dire, vous le faites pour le mouvement et le langage, la cognition. On l'a fait pour l'attention. Nous aussi, on peut faire de belles images avec des fibres un petit peu partout, la tumeur ici, mais on rajoute la fonction. Et la fonction de la part, définitivement, c'est neurone miroir. Empathie, regret, cognition sociale. Vous êtes au bloc opératoire, vous pouvez tester l'interaction entre la cognition et l'empathie. Vous demandez au patient de dire quelle est l'émotion qui est exprimée. C'est un exemple qui est exprimé face à vous. Joie, tristesse, colère, vous stimulez à un moment donné, je ne sais pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou bien joie. Oui, c'était la tristesse là. Non, c'est la joie. D'accord. D'accord. Parce qu'en plus, ils peuvent vraiment modifier leur comportement en devenant beaucoup plus irritable. Ce qui est un symptôme très fréquent en post-opératoire et qu'on ne comprenait pas. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas un réseau, ce serait trop simple. Il y a plusieurs sous-réseaux. Et il y en a un qui intervient dans « je peux percevoir l'émotion d'autrui », un autre dans « je peux inférer l'intention d'autrui ». Vous déconnectez en modèle mathématique ces deux réseaux, ça vous donne l'autisme. Ce qui veut dire que maintenant, on est en train, et on l'a publié dans Brain, de commencer à expliquer que finalement, la schizophrénie, l'autisme et autres, je ne vais pas faire pour vous montrer tous les exemples et les applications possibles, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on avait un problème avec sa maman, ou peut-être que ça a été pendant le développement, ça a à voir avec le fait que ce n'est pas un syndrome de disconnexionnisme dans un réseau comme le bégaiement, le FAT, c'est un syndrome de disconnexionnisme entre plusieurs sous-réseaux. Et on comprend pourquoi c'est si compliqué. Sauf que maintenant, on a introduit un troisième niveau qui est la sémantique de ce qu'on appelle la mentalisation. Ça veut dire que tous les ans, on rajoute une couche supplémentaire en mettant l'anatomie, la fonction et la résultante.
Et maintenant, évidemment, vous allez me dire, mettez tout ensemble, ça vous donne la conscience de soi et de l'environnement. Et je ne vous dis pas qu'on a compris, mais je dis qu'on commence à prédire qu'au bloc opératoire, on va induire transitoirement des troubles de conscience de telle ou telle patient en fonction du réseau qu'on va déconnecter. Du style expérience de dépersonnalisation, de déréalisation. L'hémisphère droit non dominant, je ne sais pas ce que ça veut dire. L'hémisphère gauche a été revisité, on est en train d'écrire évidemment le cerveau entier, il était temps, mais il a fallu, comme vous voyez, petit à petit enlever des pelures, et c'est le seul atlas, comme je vous avais dit tout à l'heure, qui montre la vraie fonction de la fibre blanche, alors que je rappelle notre neuroradiologue que le tenseur de diffusion ne montre que la structure. Et voilà l'atlas qui a été publié de la plasticité fonctionnelle qui peut poser un problème éthique. C'est qu'à 95%, je peux vous dire, si un patient va récupérer ou pas à l'heure actuelle, après une lésion, qu'elle soit chirurgicale cardiaque. Vous mettez tout ensemble et on en arrive à, si on pouvait reconnecter, ce serait peut-être pas si mal, dans le sens où parfois on a la chance, par contre, d'avoir des lésions qui sont juste au niveau sous-cortical, qui ont déconnecté des régions corticales qui, elles, continuent à fonctionner. Là, on rêve un peu, mais finalement c'est le principe du VCI. Ça fait longtemps que les Américains ont beaucoup de financement là-dessus. J'ai eu la chance d'aller à Harvard également et de voir qu'ils avaient un problème conceptuel parce qu'en fait, ils utilisent ces milliards appliqués à un modèle localisationniste. C'est pour ça que finalement, honnêtement, ça a procrastiné ces 10 dernières années. Maintenant, dites que vous mettez plusieurs électrodes à différents endroits, lesquels, c'est là où il faut connaître le réseau, qui a été déconnecté parce qu'il y a une lésion profonde. Vous le faites ressortir, vous donnez l'information aux ingénieurs qui ont, entre guillemets, évidemment je sais que c'est compliqué, mais ça commence à devenir possible, à resynchroniser. Et là, on peut rêver de restaurer la fonction. D'où entre la cartographie cérébrale, une pathologie qui en l'occurrence était les gliomes, qui vous voyez nous amène beaucoup plus loin. Entre les deux, vous avez d'abord une bellédone, et d'un seul coup, tout semble tellement évident, je ne dis pas simple, mais je dis évident. J'espère en tout cas que vous aurez eu une petite part de cet éclairage, que ça vous permettra la remise en question de vous-même, parce qu'en ce qui me concerne, je ne crois pas un seul instant que la plasticité soit limitée à 50 ans. En tout cas, ça c'est mon émotion, ma foi, mon credo. J'espère qu'on pourra du coup continuer, peut-être avec les plus jeunes, auxquels je pense dans cette salle, continuer à interagir dans les années futures en multimodalité. Merci beaucoup.